Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité Laurent Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Alors le gouvernement a enchaîné les revers à l'Assemblée depuis le début des débats sur la partie recettes du budget 2025 qui a commencé lundi et s'est achevé donc hier à minuit sans que les députés aient pu aller au bout de son examen. Alors comment désormais envisager la suite? À quelles conditions le budget peut-il être adopté? Cette première partie de la séquence budgétaire n'a-t-elle pas démontré les limites de la coalition, de votre coalition gouvernementale? Et au-delà, le budget est-il vraiment à la hauteur des enjeux? Et pour commencer, donc, Laurent Saint-Martin, quel bilan vous faites de cette première semaine de débat sur le projet de loi de finances à l'Assemblée? D'abord, le gouvernement a voulu que les débats aient lieu au Parlement. Quand vous savez, quand j'ai pris mes fonctions, la première chose qu'on m'a demandé, c'est allez-vous dégainer ce fameux 49.3 puisque vous avez une majorité relative. Ouais. Vous avez bien vu que nous respectons le Parlement, nous respectons les députés et le débat a eu lieu. Il a tellement eu lieu qu'il n'est même pas fini. Oui, pas fini. Alors, justement. Parce qu'on a besoin justement de continuer les débats la semaine suivante. Donc vous voyez qu'on alors on respecte précise les choses. Donc les débats sont achevés hier soir à minuit. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale à partir de demain. Et ensuite, le débat budgétaire revient au Parlement, revient à l'Assemblée? Voilà, on continuera là où on s'est arrêté hier, à partir du 5 novembre. Ouais. Et donc, moi, je suis à la disposition du Parlement en tant que ministre du Budget, parce que ce sont des débats importants, ce sont des débats qui concernent tous les Français. Et qu'est-ce qu'on a vu cette première semaine? On a vu ce que les oppositions étaient capables de faire si on leur donnait les clés du camion, tout simplement. C'est-à-dire on a eu un festival fiscal, nous avons eu des dizaines de milliards d'euros d'impôts en plus. Pour combien précisément? Ça dépend des chiffrages. Chiffré, ouais. On a entre 40 et 60 milliards d'euros en plus, ça dépend parce qu'il y a évidemment aussi un certain nombre de mesures qui ne fonctionneraient pas dans la vraie vie puisque on est dans l'imagination des impôts la plus totale. Moi, ce que je note, c'est que quand on est en majorité relative, on a effectivement des alliances des contraires qui font que les impôts majorité explosent. relative ou minorité certaine. Oui, mais si vous voulez, il y a un moment, il faut être responsable. Ce gouvernement a pris ses responsabilités parce qu'on a besoin de redresser les comptes de ce pays. On a besoin de réduire le déficit public. C'est une question de souveraineté nationale. Si la seule réponse des oppositions, à commencer par le nouveau Front populaire, c'est plus d'impôts, plus d'impôts, plus d'impôts, pardon, mais ça marche plus. Mais ils vous disent c'est des solutions qu'ils préconisent pour aller vers le social. Oui, mais ça ne marche pas dans le sens où vous ferez fuir tout le monde. Il y a un moment où il faut mettre un petit peu de rationalité dans les débats, et c'est à ça que j'appelle. Prenons un exemple. Le gouvernement propose dans ce budget que les grandes entreprises, les très grandes entreprises qui font du profit, participent exceptionnellement au redressement des comptes publics. Bon, je crois que tout le monde peut l'entendre. On a besoin qu'il y ait effectivement le triplement une participation. de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises. Et le nouveau Front populaire le multiplie par 3, ça fait une ponction dans l'impôt sur les sociétés de 120%. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas être un gouvernement qui propose des choses qui sont cohérentes, que la plupart des Français entendent, et dont la réponse serait tout d'un coup de le rendre confiscatoire. Et je peux vous donner plein d'autres exemples comme ça. Les choses. Donc le NFP donc réussit à faire adopter quand même un certain nombre d'amendements contre l'avis du gouvernement. Contre l'avis du gouvernement, et parfois avec le soutien du Rassemblement national. Et donc on a bien vu que quand on était contre ce gouvernement, on n'était pas pour la responsabilité, on n'était pas pour le redressement des comptes de façon réaliste, on était juste pour le matraquage fiscal. Bon, ça je crois qu'à un moment, il faut le démontrer. Cette semaine au moins a permis que les masques tombent à ce niveau-là. Alors on précise les choses pour nos auditeurs. Il y a par exemple parmi ces amendements l'instauration d'une taxe sur le patrimoine des milliardaires avec un taux de 2%, donc ce dont vous avez parlé, le triplement de la contribution exceptionnelle sur les entreprises, le triplement de la contribution exceptionnelle aussi sur le fret maritime. On dit que c'est une taxe SAAD. Mais c'est surtout une taxe, qui va faire fuir tous nos armateurs. C'est terminé. Si cette taxe va au bout, il n'y a plus d'armateurs français. Qui ont fait beaucoup d'argent, qui ont gagné beaucoup d'argent pendant la crise du Covid. Est-ce qu'on veut des industries dans notre pays? Est-ce qu'on veut du transport maritime français? Bon, si on dit non, alors effectivement, il faut faire cette taxe-là. Rétablissement de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou encore la taxe de 10% sur les dividendes. Question, est-ce que ce ne sont pas tout simplement des mesures de justice sociale? Non mais...
Frédéric C'est ce Azizat, qu'ils vous disent, hein. vous pouvez tout prendre. Mm. Vous pouvez tout prendre. Vous pouvez aller chercher l'argent des entreprises, l'argent de vos voisins. Vous pouvez tout prendre si vous voulez et dire que vous allez faire du social avec. Mm. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises, est-ce qu'elles vont continuer à produire et avoir leur siège en France? Bien sûr que non. Est-ce que nos concitoyens vont continuer à être en France? Bien sûr que non. À un moment, la seule chose que je demande, c'est d'être dans quelque chose de rationnel. Oui, on peut augmenter un peu les impôts dans un pays où ils sont déjà élevés, mais dans un pays où on a besoin de redresser les comptes publics. C'est ce que propose le gouvernement. On fait une contribution exceptionnelle sur les revenus, on fait une contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises. Là, on tombe dans le grand n'importe quoi fiscal. Et donc, on voit bien, encore une fois, quels sont les agendas politiques du nouveau Front populaire, souvent aidés du Rassemblement national, tout simplement pour qu'il y ait un matraquage fiscal. Matraquage fiscal, et vous, c'est pas le matraquage fiscal. C'est absolument pas un matraquage Parce que fiscal. Vous avez choisi d'augmenter les impôts. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part retombé dans le piège de ce que Emmanuel Macron appelait en 2017 la maladie française de l'augmentation des impôts? Non, ce qui est proposé dans ce texte, c'est justement un texte d'équilibre. Les impôts qui sont présents dans la version du gouvernement sont des impôts exceptionnels, temporaires, ciblés, qui concernent les très hauts revenus, qui concernent les très grandes entreprises. Là, on rentre dans effectivement un nouveau monde fiscal, si on suit le chemin du nouveau Front populaire, et ça, on s'y refuse. Un exemple, les PME, les petites entreprises qui sont sur notre territoire. On avait supprimé une taxe qui s'appelle un impôt de production, qui s'appelle la CVAE, dans les territoires. On l'avait supprimé, pas entièrement, mais on l'avait très largement diminué toutes ces dernières années. Ça permettait aux entreprises d'être plus compétitives, d'avoir moins d'impôts sur le fait qu'elles installaient des usines dans les territoires. Eh ben, le nouveau Front populaire l'a remis intégralement. Et ça, vous voyez, c'est un exemple. Je peux vous en citer plein des exemples comme ça. On ne veut pas que nos entreprises réussissent dans ce pays-là du côté du NFP. Et parfois, on le remarque aussi avec l'alliance des contraires, c'est-à-dire avec l'alliance du Rassemblement national. C'est pas acceptable. Rassemblement national, LFI, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est-à-dire qu'on a vu régulièrement des votes. Rassemblement national, NFP, plus c'est-à-dire que le Rassemblement national a ses marottes à lui qui sont tout aussi scandaleuses. Ouais. Pardon, le Rassemblement national a réussi à faire annuler quasiment la participation de la France à l'Union européenne hier dans l'hémicycle. Ça veut dire quoi, tout simplement? Comment, à partir de quel amendement? C'est un amendement sur l'article 40 du projet de loi de finances qui a fait en sorte qu'il n'y ait quasiment plus de participation de la France à l'Union européenne. Sous-entendu, l'agenda politique... RN, c'est le parti du Frexit. Exactement. Hein? Ça veut dire que derrière, ça veut dire que exactement la France... quoi? La France ne participe plus, si on suit le Rassemblement national, à la contribution qu'elle doit, par ses engagements européens, à l'Union européenne. Et donc c'est ça l'agenda du Rassemblement national, c'est que la France ne soit plus dans l'Europe. À ce moment-là, il faut le dire franchement, il ne faut pas passer par la voie budgétaire. Donc vous voyez que chacun a des agendas qui sont découverts au fur et à mesure de ce budget-là, et chacun a un petit peu ses marottes. Je reviens même pas sur un certain nombre d'amendements du Rassemblement national totalement anti-humains qui veulent tout simplement priver les associations qui aident des étrangers qui peuvent être dans des situations de grande souffrance. On a vu cette semaine quels étaient les agendas politiques de chacune des oppositions, et il faut que les Français le sachent. Alors vous parlez d'une augmentation exceptionnelle, vous l'avez encore dit un instant, de contribution au redressement des finances publiques, mais c'est une taxe dont on parle, qui date de 2011 et qui devait à l'époque être exceptionnelle et qui existe toujours. Du coup, quand vous dites encore impôt exceptionnel, taxe exceptionnelle, on a du mal à vous prendre au sérieux. Sauf que nous, on a fait très attention dans le texte à le borner dans le temps. C'est-à-dire qu'on a mis des dates. C'est-à-dire qu'on n'a pas augmenté l'impôt sur les sociétés, on n'a pas augmenté l'impôt sur le revenu, on a mis des contributions, c'est-à-dire une participation exceptionnelle avec une durée qui est dans le texte. C'est ça la grande différence avec l'époque que vous citez, de la contribution exceptionnelle sur le revenu. C'est-à-dire que nous l'avons borné dans le temps et on y tient, parce que c'est très important justement que nous puissions dire à ceux à qui on demande un effort exceptionnel que cela n'est pas un effort pérenne, que ce n'est pas les impôts qui augmentent, mais c'est une participation exceptionnelle. En ce qui concerne la cotisation sociale sur les bas salaires, est-ce que vous êtes prêt à revenir en arrière puisqu'on vous le demande ? C'est un débat qui est complexe parce que la baisse des cotisations patronales sur les salaires a été effectivement positive pour créer de l'emploi dans notre pays. La
façon dont aujourd'hui elle est construite, cette baisse de cotisation, fait qu'il y a trop de personnes au SMIC, puisque vous savez, ça s'appelle une trappe à bas salaire. Bon, il y a des rapports d'économistes qui expliquent ça très bien. Nous, ce que l'on veut faire, c'est à la fois tirer les salaires vers le haut en déplaçant l'incitation sur les cotisations. Désmicardisation. Donc on veut déplacer l'incitation vers un niveau plus élevé que le SMIC, 1,4, 1,5 SMIC, et on veut dire aussi aux entreprises qu'après 75 milliards d'euros d'allègement de charges ces dernières années, dont 20 milliards d'euros ces 4 dernières années, on peut effectivement demander aux entreprises d'avoir un allègement qui soit moins important que ces dernières années à hauteur de 4 milliards d'euros. Est-ce que vous êtes prêt? C'est aussi ça le redressement collectif des comptes publics. Notamment au MEDEF qui vous disent qu'il faut passer à autre chose. Je dis qu'on peut en débattre, je dis qu'on peut essayer de trouver... C'est-à-dire faire quoi? C'est-à-dire qu'on peut essayer... Quel geste vous êtes prêt à faire? Mais moi, je veux bien qu'on puisse être en capacité de ne pas aller jusqu'à 4 milliards d'euros de retour sur les allègements généraux de charges. La seule condition, mais ça nous le verrons dans le débat, c'est dans le projet de loi de financement. Divisé par deux Peut-être, on verra. Ça peut être aussi éventuellement ne pas avoir cette mesure-là, mais attention... ça peut être une annulation de la mesure. Oui, mais comme beaucoup d'autres choses, mais attention Frédéric Aziza, il faut du gage en face. Moi, mon cap... c'est 60 milliards d'euros d'efforts, c'est 5% de déficit public en 2025. Si j'ai pas de mesures sonnantes et trébuchantes dès 2025 d'économie en face, à ce moment-là, mon équation ne tient plus. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas les... il faut des contre-propositions. Voilà. Si cette mesure est supprimée, 4 milliards en moins, il faut les trouver ailleurs. Exactement. L'apprentissage, qu'est-ce que vous en faites? L'apprentissage, là encore, l'État français, et à juste titre, et il a eu raison, a très fortement boosté cet outil-là, qui est un vrai succès aujourd'hui. On est quasiment à 900 000 apprentis dans notre pays. C'est un vrai succès. Sauf que ça coûte. Voilà. Et on est à un moment aussi de notre histoire de redressement des comptes, et il faut que les Français l'entendent. Est-ce que ça coûte plus que ça rapporte? On est autour de 15 milliards d'euros quand même, il faut que les Français le sachent. 15 milliards d'euros sur les aides aux apprentis, on peut les freiner. C'est pas du tout les supprimer, on peut les freiner, on peut faire en sorte que ça coûte moins cher. Pourquoi moins cher, ça veut dire quoi? Descendre à 10 milliards? Il y a quelque chose en France qui est assez systématique, mais qui est utile, c'est qu'on booste souvent, soit les comportements, soit l'investissement, la consommation, d'abord par de l'argent public. Et c'est vrai que c'est pratique. Les aides aux véhicules électriques, l'apprentissage, je peux vous citer plein de cas comme ça. La question c'est, une fois que c'est parti dans l'atmosphère avec succès, une fois que vraiment la mesure est connue, populaire, etc., est-ce qu'il n'est pas légitime que l'État ralentisse la dépense publique sur ralentir, et donc on va la ralentir. On ne sera pas sur des quantums de moitié, je vous rassure là-dessus. Je pense que quelques milliards d'euros en moins sur l'apprentissage est effectivement une mesure de bonne gestion à partir du moment où la mesure fonctionne bien aujourd'hui. On ne va pas supprimer les aides à l'apprentissage, on va les réduire. Les réduire, c'est-à-dire jusqu'à 10 milliards? Oui, à peu près. Peut-être. Il faut que l'entreprise comprenne que l'apprenti, c'est une chance pour elle. Il ne faut pas qu'elle le fasse pour la subvention d'État. Et ça, je crois que c'est ce qu'on a réussi à démontrer ces dernières années. Donc, on peut faire en sorte que ça coûte moins aux contribuables français. Est-ce que vous allez revenir sur la hausse de la taxe sur l'électricité? La taxe sur l'électricité, c'est d'abord la suppression du bouclier tarifaire de protection que l'État a mis en place pour nos concitoyens. Je rappelle, on est à 50 milliards d'euros. Je mets beaucoup de montants en euros pour que chacun comprenne bien de quoi on parle. 50 milliards d'euros. Il y a le budget global, et il faut savoir aussi ce que ça coûte, tout ce que ça rapporte à chaque fois. Et je sais, 50 milliards d'euros, c'est ce qu'a coûté le bouclier tarifaire pour nos concitoyens et nos petites entreprises. C'est énorme, c'est énorme. Il fallait le faire, sinon les factures d'électricité et de gaz auraient flambé. Bon, l'inflation est derrière nous. On est à 1,8% là d'inflation. Donc il n'y a plus aucune raison de mettre des boucliers sur les factures d'électricité. Donc il faut remonter la taxe sur l'électricité après l'avoir fortement baissée. Moi, je m'engage à quelque chose. C'est que la hausse de cette taxe n'empêche pas la baisse des factures d'électricité de nos concitoyens qui sont au tarif réglementé. Donc au 1er février, puisque c'est au 1er février que se passe la bascule, au 1er février, ceux qui sont au tarif réglementé verront leur facture d'électricité baisser de 9%. D'accord. Donc ça, c'est ceux qui sont tarifs réglementés, ça veut dire 80%, pas tous les Français. 80%. Et ceux qui n'y sont pas, c'est leur choix, ils sont passés au marché libre, peuvent revenir au marché réglementé. Donc la facture, elle va baisser. Voilà. Donc on va remettre les niveaux de fiscalité et en même temps, la facture d'électricité des Français va baisser. Alors il y a donc le budget, des débats autour du budget qui sont achevés hier soir minuit, qui vont reprendre dans 8 jours, dans 10 jours. Et puis, il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le budget de la Sécu, qui commence demain à l'Assemblée, qui a été rejeté en commission. Est-ce que ça ne prouve pas que c'est la descente aux enfers pour le gouvernement en matière budgétaire? Je crois qu'on ne peut pas à la fois dire qu'en démocratie parlementaire, le Parlement doit débattre, doit voter,
et regretter après que le gouvernement fasse délibérer les députés. Non, mais il y a que des échecs pour vous. Vous cumulez les échecs. Mais on est en majorité relative, Frédéric Aziza. Les Français le savent, d'accord ? La question, c'est qu'est-ce qui est proposé ? Qu'est-ce qui est proposé ? Nous prenons nos responsabilités. Ce gouvernement prend sa responsabilité, comme l'avait d'ailleurs entamé le gouvernement de Gabriel Attal, de freiner la dépense publique en priorité pour rétablir nos comptes. On voit bien que les oppositions, ne sont pas dans cet état d'esprit-là. C'est plus d'impôts. Non, ils disent plus de social. Non mais, d'accord, plus de social, c'est plus de dépenses. On est un pays où on a beaucoup plus de dépenses sociales que nos voisins européens. On a un État protecteur, c'est bien, on peut s'en féliciter, mais ça s'équilibre. Donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, notre objectif à nous, c'est de mettre une trajectoire d'équilibre des comptes publics. On n'y est pas, hein. On est aujourd'hui à 18 milliards de déficit sur la Sécu. Ce qu'on propose, c'est qu'en 2025, on passe à 16 milliards de déficit. Donc on remonte une pente. C'est pas de l'austérité, ça, hein. L'austérité, ça serait de remettre tout de suite à l'équilibre les comptes. C'est de la rigueur ? Nous, on le fait, mais c'est pas de la rigueur. On le fait de façon raisonnable. On le fait de façon durable. Et ça, je crois que les Français le comprennent très bien. Nous ne serons pas complices comme les oppositions du laisser-aller budgétaire. Et donc, il nous faut avoir un système de protection sociale efficace, ne pas faire de matraquage fiscal et redresser les comptes ensemble. Et sur le PLFSS, sur le sujet de la sécurité sociale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des comptes en déséquilibre, c'est le danger pour la protection de notre pays. Si on ne sait pas équilibrer nos comptes, on ne saura pas demain être en capacité de protéger fort et vite comme on l'a fait pendant la crise Covid, comme on l'a fait pendant la crise de l'énergie. Sur le PLFSS, vous allez aborder un dossier qui est au centre d'un certain nombre de polémiques, c'est celui de l'AME. Qu'est-ce que vous allez faire ? On a toujours dit que l'AME resterait l'AME. Donc pas besoin de faire de fausses polémiques là-dessus. On ne change pas l'aide médicale d'État, qui est un outil nécessaire, qui est d'abord un outil de santé publique. Ça n'a pas été la position de tous les ministres, que ce soit Bruno Retailleau ou même Michel Barnier. Écoutez, c'est la mienne, c'est celle du gouvernement. L'AME reste l'AME, c'est pas ça le sujet. La question, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte, comme plein d'autres dépenses sociales, faire en sorte que la facture n'augmente pas systématiquement chaque année sans contrôle. Voilà. Et donc oui, on se donne un objectif que la dépense de 2025 équivale à la dépense de 2024, en essayant de travailler autour des rapports notamment. Équivale, c'est-à-dire avec le taux, avec le même montant. Le même montant ou le même montant. Augmenter du taux d'inflation. Non, le même montant, qu'on soit sur le même montant. Et donc, qu'on puisse, à l'aune des rapports, notamment Evin Stefanini, qui sont des rapports précis, avec beaucoup de propositions derrière, faire en sorte que ce soit plus efficace et que ça marche mieux et que ça coûte moins aux contribuables. Est-ce qu'on peut se dire que sur l'AME, on peut rester dans un outil de santé publique, d'humanité qui fonctionne et qui doit rester dans notre pays en l'état, et qu'en même temps, il ne coûte pas chaque année plus cher à la collectivité et qu'on sache justement faire en sorte de contrôler la dépense sociale. Vous avez une position commune avec Bruno Retailleau, par exemple ? Mais je ne sais pas si on a exactement la même position. Moi, je dis que l'AME, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un outil nécessaire. C'est un outil d'abord de santé publique, et j'insiste là-dessus. Et je veux que l'AME ne soit pas chaque année une facture plus importante présentée à nos concitoyens, mais que ce soit une dépense maîtrisée. Et je pourrais le dire de beaucoup d'autres choses dans notre pays. Alors, autre dossier qui concerne la sécurité sociale, votre collègue, la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, est favorable à une taxation des sucres transformés, alors que le budget arrive demain à l'Assemblée. Est-ce que c'est une mesure de santé publique ou une nouvelle manière de taxer les Français ? Non, d'abord, c'est une mesure de santé. Vous savez, la fiscalité, c'est deux choses. La fiscalité, c'est financer les services publics de nos concitoyens, et la fiscalité, c'est aussi modifier les comportements. On le fait souvent sur l'écologie, on le fait souvent sur la santé. Moi, je crois que la ministre de la Santé a raison de dire qu'il y a aujourd'hui un vrai fléau, qui est le sucre, qui est aussi les produits transformés, la malbouffe, sur lesquels on doit pouvoir s'attaquer aussi par la fiscalité. Ça ne réglera pas tout, mais on doit aussi utiliser le levier fiscal pour cela. Elle a raison. Le sucre, c'est un double enjeu de santé publique, c'est l'obésité derrière, c'est aussi le diabète. Et donc on a besoin, effectivement, de montrer par les prix, par la fiscalité, que nous devons protéger nos concitoyens, justement, des excès sur un certain nombre de produits. Est-ce qu'il faut dire aux industriels faites des produits sans sucre ? Écoutez, je crois que ce n'est pas à l'État d'expliquer quels doivent être les ingrédients de chaque produit sur des entreprises libres. Par contre, l'État, à travers les votes du Parlement, a la faculté de mettre des fiscalités incitatives. Et le produit de cette mesure, c'est combien ? Combien de milliards ? Les rendements sont à quelques centaines de millions d'euros. La question n'est pas de réduire le déficit public par ça. La question est de se demander, donc c'est pas, si vous voulez, c'est pas ponctionner les Français le sujet. Le sujet, c'est est-ce que on arrive
a envoyé un signal important sur le fait qu'un certain nombre de produits alimentaires sont, dans des proportions importantes, nocives et dangereuses pour leur santé. Est-ce que vous confirmez aussi une hausse du ticket modérateur avec quelles économies à la clé? On est le pays en France de l'OCDE avec le reste à charge le plus faible. D'accord ? Donc aujourd'hui, dit autrement, ça coûte beaucoup à la sécurité sociale, tout le nombre de consultations que l'on fait, et on ne sait pas l'équilibrer par nos comptes puisqu'il n'y a pas assez de cotisations. Donc il faut qu'on puisse effectivement l'équilibrer petit à petit. On propose que la part des complémentaires santé, c'est pas le portefeuille des Français, c'est la part des complémentaires. mais c'est les Français qui payent. Oui, mais la répercussion n'est pas du tout automatique et on a une discussion à avoir, une négociation à avoir avec ces complémentaires-là. On demande effectivement à ce que la complémentaire puisse prendre une part importante. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passera? La ministre de la Santé aura une discussion avec les complémentaires là-dessus, mais ça doit ressembler à ça. D'augmentation? Oui, je pense que c'est vraiment une option crédible. Du ticket modérateur, oui. Option terrible. Crédible, pas terrible. Et ça peut être terrible aussi. Cette première semaine du débat budgétaire a montré les limites de la coalition dans la mesure où le NFP a été en mesure de faire adopter de nombreux amendements. Les députés du socle commun de la coalition sont à bout et réclament le 49.3 qui n'a pas pour l'heure été utilisé. Est-ce qu'il est juste renvoyé à plus tard? Non, mais les députés du socle majoritaire savent très bien que le débat doit avoir lieu, et d'ailleurs ils participent. Ouais. Les commissaires aux finances des groupes EPR, Modem, Horizon, LR étaient là. Et moi je sais... Non mais sur le 49.3, c'est la question qui est... Non mais j'ai dit au début, et je le redis, que nous voulons que les débats aient lieu pour respecter le Parlement, justement, dans sa faculté à proposer quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas acceptable. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, mais on ne peut pas reprocher dans ce pays au gouvernement de demander au Parlement de débattre et de délibérer. Il y a quelque chose d'assez baroque là-dedans. Est-ce qu'il y aura un 49.3 ou pas? Ou est-ce que c'est l'article 47 qui va devoir s'imposer? Nous verrons bien comment vont avancer les débats. Aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est que la copie... elle part très mal. Ouais. Ça, c'est vrai. Bon, elle va aller au Sénat, à l'Assemblée après au Sénat. On va voir quel sera le vote de l'Assemblée nationale. On verra comment le Sénat en débat également. Attendez, à l'Assemblée nationale, vous irez jusqu'au vote sans 49.3. Ben, je le souhaite, oui. Hein? Je le souhaite. Je crois que c'est la logique des choses même. Encore une fois. Ben oui. On doit laisser débattre et voter le Parlement. Il y aura une commission mixte paritaire issue du Sénat si les débats avancent correctement. Tout est très conditionnel par définition, c'est le Parlement qui va décider de comment ça se passe. Et donc cette commission mixte paritaire, nous verrons bien, puisque le gouvernement n'est pas présent, derrière, donc, nous verrons bien ce qu'elle décide et quelle est la nature du texte. Moi j'ai toujours dit quelque chose de très simple. Si le texte respecte deux choses, 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires pour redresser les comptes et au moins 2/3 par la baisse de la dépense publique, alors je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas confiance au Parlement. Donc, si le Parlement ne veut pas rester sur cette règle du jeu que nous avons fixée, alors le gouvernement prendra ses responsabilités. Vous allez dire si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Donc le débat revient à l'Assemblée dans 10 jours, donc ça va durer une huitaine de jours. Ensuite, vote, 149.3, il va au Sénat, commission mixte paritaire ensuite, et là, il y aura un vote, et là, vous pouvez utiliser le 49.3. Oui, en fonction de la nature du texte et en fonction de la volonté des chambres. Alors, on avance. On avance. La séquence budgétaire s'est déroulée dans l'hémicycle de l'Assemblée, dans un hémicycle où les députés du bloc central, vous dites de votre majorité relative, brillaient par leur absence. Est-ce que c'est pas quelque part une attitude irresponsable? Non mais d'abord, j'aime pas trop ce procès en présentéisme ou en absentéisme. Vous savez que le quotidien d'un député, je l'ai été... pendant un débat budgétaire. Ouais. Non mais attendez, vous avez des députés... Irresponsable ou pas? Non, pas irresponsable, certainement pas. Les députés du bloc central ont proposé des amendements qui modifient le texte avec souvent des propositions très pertinentes. Les commissaires aux finances, c'est souvent les commissaires aux finances qui sont chefs de file dans ces moments budgétaires. Donc vous n'avez pas été choqué par l'absence des députés là. Moi, je sais qu'il reste encore beaucoup de temps dans ce débat. C'est un marathon, le budget, j'en sais quelque chose. Je sais que les députés du socle majoritaire seront présents dans les moments clés, dans les moments cruciaux de ce débat-là. Et évidemment que le gouvernement compte sur eux. Évidemment que le gouvernement a besoin de son socle majoritaire. Vous n'avez pas suffisamment pu compter sur eux. Mais on verra dans les prochaines semaines comment ça se passera, mais je suis sûr qu'ils seront au rendez-vous. Côté Modem, il y a eu le vote d'un certain nombre d'amendements contre l'avis du gouvernement, comme la contribution sur les revenus. Est-ce qu'on peut faire partie d'une coalition et voter avec les oppositions? Mais bien sûr, ce débat... mais
la vie politique a changé. Nous sommes en majorité relative. Nous avons dit que... Non, vous n'êtes pas en majorité, en minorité. Non. On est en majorité relative, Frédéric Aziza. Il faut compter. On est la plus grosse majorité relative. D'accord ? Donc ça s'appelle une majorité relative. Ça ne s'appelle pas une minorité. Vous reprenez les termes, justement, des oppositions. C'est une majorité relative. Et une majorité relative, par définition, elle doit composer. Elle doit essayer d'aller chercher des compromis. Contre vous. Mais le modem, ça vous a pas choqué? Mais d'abord, le modem, ça fait des années, par la voix notamment du député Jean-Paul Mattei, qui propose des amendements de fiscalité. Donc c'est quelque chose qui est dans la pure continuité. Ça a été adopté par, et il y a des choses qui sont intéressantes, des choses que le gouvernement effectivement ne veut pas voir. Non, ça ne me choque pas. Attendez, Frédéric Aziza, il va falloir qu'on s'habitue, je crois et j'espère, d'accord, à ce que les parlementaires proposent des choses qui ne soient pas systématiquement en ligne avec le gouvernement. À la fin, chacun prend ses responsabilités par rapport à la copie finale. Alors, politique. Un sondage publié aujourd'hui, un sondage IFOP dans le JDD, qui indique que Michel Barnier s'impose en tête des personnalités incarnant le mieux la droite dans la perspective de la présidentielle de 2027. Derrière, Édouard Philippe et Gabriel Attal tiennent leur place, tandis que Bruno Retailleau s'affirme en outsider. Vous venez de Renaissance, donc vous êtes macroniste, c'est bien ça ? Pur macroniste. Barnier candidat en 2027, c'est une hypothèse sérieuse qui peut vous plaire ? Mais attendez, vous me parlez de 2027 qu'on est en train d'essayer de redresser les comptes pour 2025. Là, vous pouvez me parler de tous les sondages. Vous êtes toujours macroniste ou vous êtes passé barniériste ? Mais je suis macroniste fidèle au président de la République et aux idées que nous développons depuis 2017 et je ne compte certainement pas m'en cacher. Et je suis loyal au Premier ministre et solidaire de ce gouvernement, qui est un gouvernement courageux, qui est un gouvernement qui justement prend les sujets difficiles à bras-le-corps, à commencer par celui du budget dont je suis responsable. Et il n'y a aucune incompatibilité entre les deux. Au contraire, je pense qu'il est très bien que nous soyons dans un nouveau moment, dans un nouveau chapitre où le gouvernement Barnier, ça ne m'étonne pas que les opinions soient favorables au Premier ministre parce que c'est une personnalité qui rassure, c'est une personnalité qui dit la vérité, c'est une personnalité qui finalement ne veut pas probablement raconter aux Français des choses qu'il ne saurait pas faire. Président de la République non mais ça, est-ce qu'il a ça, pas ça vraiment ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il a pas est-ce qu'il a pas une posture quelque part? Est-ce qu'il apparaît pas quelque part comme un président de la République plutôt qu'un Premier ministre? Non, je ne sais pas quelle est la nature politique de chacun. Toutes les personnalités que vous avez citées sont des personnalités de talent. C'est le cas aussi d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal. Toutes ces personnalités ont un avenir et le pays a besoin d'elles. Bruno Retailleau aussi? Non mais... Bruno Retailleau, c'est différent, il est ministre depuis moins longtemps. Ceux dont on parle depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, ce sont effectivement Édouard Philippe, Gabriel Attal, maintenant Michel Barnier parce qu'il est Premier ministre, Gérald Darmanin aussi. Le pays a besoin de ces personnalités justement pour faire face à la montée des extrêmes et donc on a besoin à un moment plutôt de se rassembler. Donc si vous me posez la question de 2027, je vais certainement pas vous répondre sur la personnalité à choisir aujourd'hui. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si on n'avait pas rassemblé, c'est même pas la peine d'y penser. Renaissance, vous faites partie de ce parti. Il va y avoir une élection, je crois que c'est les 23 et 24 novembre pour le secrétariat général du parti, la tête de ce parti. Vous êtes plutôt Gabriel Attal ou Elisabeth Borne? Non, mais si vous voulez, d'abord c'est très bien qu'il y ait deux, voire peut-être, je ne sais pas s'il y en aura plus. Non mais Attal ou non mais attendez. Moi, parce qu'il faut qu'on avance, il reste beaucoup de questions, pas beaucoup de temps. Non mais si vous voulez, moi j'ai été nommé ministre du budget il y a un mois là-dessus, honnêtement. Gabriel Attal, c'est président du groupe à l'Assemblée nationale EPR. Il est d'ailleurs, vous citiez les présents qui étaient là pendant cette semaine, il a été extrêmement mobilisé avec les députés, je le remercie beaucoup. C'est quelqu'un qui est extrêmement populaire au sein des militants. Elisabeth Borne a aussi une expérience formidable. Si vous voulez mon idée, à moi, très personnelle, je pense qu'il faudrait bosser ensemble. Voilà. Mais c'est très bien que chacun présente... entre les deux. Ouais, je pense que ça serait très bien. Est-ce qu'Attal peut être secrétaire général de Renaissance et en même temps président du Mais écoutez, ça c'est aux militants d'abord de voir qui est élu secrétaire général et après on voit la compatibilité. Vous allez voter pour qui, vous? Mais j'aimerais bien que les deux s'entendent. Que les deux s'entendent, d'accord. Partage des rôles, des domaines de compétences. Justement, votre domaine de compétences ministériel, on y revient. Est-ce que vous confirmez que le gouvernement envisage d'autoriser les casinos en ligne
À partir de quand? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire... est-ce qu'il y a vraiment... est-ce que légaliser les casinos en ligne, ça fera vraiment disparaître les plateformes illégales? Bon, moi, je suis très vigilant sur ce sujet-là parce que... Très vigilant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas que cela pénalise un certain nombre d'acteurs, hein, notamment les casinos physiques dans les... Il y a 2-3 groupes français qui se partagent des casinos. Oui, enfin, il y a beaucoup de petits casinos aussi dans des petites villes. Hein. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Il faut faire attention à l'efficacité de ce que l'on veut faire. Donc, il était question que le gouvernement dépose un amendement, d'accord? C'est plus le cas? C'est plus le cas. Moi, je crois qu'il nous faut d'abord travailler. Donc, ça ne sera pas dans le cadre non. du budget 2025. Moi, je crois qu'il nous faut de la concertation. Et quand vous savez... Ah, c'est enterré alors. Quand vous n'êtes pas encore certain des conséquences que cela peut avoir, la sagesse... au niveau emploi, par exemple. On parlait de sagesse tout à l'heure, ce gouvernement. Sagesse, c'est peut-être aussi de savoir concerter et réfléchir à l'efficacité des outils. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'amendement du gouvernement. Et on verra, il faut se mettre autour de la table avec les ministres concernés, pour regarder. C'est reporté éventuellement à l'année prochaine? On verra, il faut qu'on fasse ces travaux de concertation. Et parce que vous pensez que ça peut risquer de susciter de nouvelles addictions? Non, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est légalisé, encadré, c'est pour effectivement mettre de la fiscalité dessus, pour contrôler et pour essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la fiscalité comportementale, de veiller à des phénomènes addictifs aussi. Mais attention, il y a une industrie derrière, il y a des emplois, il y a des villes qui vivent de ça. Et donc, il y a aussi des filières, notamment hippiques, qui vivent de ça. Donc, il faut faire attention. Et donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Moi, je ne veux pas qu'il y ait un dépôt d'amendement gouvernemental à date, là, tant qu'il n'y a pas eu une concertation large et avec les ministres concernés. Addiction toujours, mais à la drogue cette fois-ci. Est-ce que vous considérez que les consommateurs de drogue sont des complices du trafic et des trafics de drogue? Oui, je crois que les consommateurs de drogue le sont nécessairement, puisque c'est le client final. Personnellement, j'ai toujours été contre les dépénalisations et légalisations. Je sais qu'en disant cela, je ne règle pas tout. Je sais que c'est un problème et un fléau. Vous savez, moi, je suis le ministre des Douanes et je vois les trafics augmenter. Je ne les vois pas réduire, malheureusement, même si les douaniers font un travail formidable et saisissent de plus en plus. Et puis, vous ne voyez pas tout, parce qu'il y a une grande partie qui n'est pas saisie. Exactement. Donc, ce fléau-là, je le vois. Il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic. Alors justement, pas de consommateurs, pas de trafic, des consommateurs, du trafic. Ça nous conduit à évoquer le cas du député LFI Andy Kerbrat, interpellé en flagrant délit d'achat de stupéfiants, de la drogue de synthèse MMC, à un mineur dans le métro parisien, et depuis le mineur d'ailleurs a été, il me semble, emprisonné. Est-ce que vous dites, comme Bruno Retailleau, qu'il n'est pas tolérable de voir un député acheter de la drogue à un dealer de rue? Oui, rapidement. Oui, je dis qu'il n'est pas tolérable de voir un député acheter de la drogue, parce qu'il y a une question aussi d'exemplarité quand on est représentant de la nation. Ça veut dire qu'il doit quitter, c'est faux qu'il doit démissionner? Ça le regarde. Moi, je ne donne pas de leçon de démission à qui que ce soit. Les députés sont libres, chacun en responsabilité. Mais c'est sa propre responsabilité. Et autant je peux entendre le soutien à la nécessité du soin et de la lutte contre les addictions. Mais la responsabilité individuelle, il ne faut pas l'occulter derrière ce problème. On précise les choses. Jean-Luc Mélenchon et ses camarades de LFI considèrent qu'il s'agit, concernant Andy Kerbrat, d'un problème de santé dans la mesure où ils disent qu'il s'agit d'une addiction à la drogue. Et pourtant, les médecins nous expliquent qu'il n'y a pas d'addiction au MMC dans la mesure où il s'agit d'une drogue stimulant les rapports sexuels. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je ne suis pas addictologue, donc je ne sais pas vous dire quel est le niveau, non plus, mais quel est le niveau d'addiction qu'il y a sur cette drogue précise que je ne connais pas. Le sujet qui compte, c'est effectivement... doit-on avoir une exemplarité quand on est député? Moi, je crois que oui. La question, c'est, on peut aussi reconnaître les propos que peuvent tenir certains députés du groupe du député ne sont pas erronés. On peut reconnaître que le fléau de l'addiction... On dit qu'il n'y a pas d'addiction au MMC. Non, mais en soi... Mais bon, on ne va pas passer l'émission à ça. Je sais pas. Mais en soi, la nécessité d'aider ceux qui sont emprisonnés par l'addiction, oui, c'est juste de le dire. Il ne faut pas dire que c'est des idioties. Par contre, pardon, mais il y a une responsabilité individuelle quand même derrière ces comportements aussi. Entre un toxicomane accro du chemsex, c'est écrit Laurent Geoffrin dans un récent éditorial du journal Info. Un analphabète et fier de l'être, un violeur patenté,
1 ou 2 antisémites officiels, un gifleur de femmes, une propagandiste du Hamas et quelques autres personnages du même tonneau, la cohorte des élus LFI fait moins songer à une équipe de gouvernement qu'à la cour des miracles. Il voit juste Laurent Geoffrin ou pas? Ouais, je crois qu'il voit surtout, en tout cas, il n'est pas pour la réconciliation des gauches, je crois, apparemment, avec ce brûlot. Moi, j'ajouterais surtout que c'est de la France Insoumise qui est venu, évidemment, c'est de ma fenêtre, ce nouvel enfer fiscal. Et je crois que ça se rajoute aussi à la liste. Ce que je note surtout, c'est que les sociodémocrates, dont Laurent Geoffrin est encore, je crois, l'un des porte-voix, n'ont aucunement envie de s'allier avec la gauche radicale de la France Insoumise. Et ça démontre finalement toute la seule tactique électoraliste du nouveau Front populaire. Entre le Parti socialiste et la France Insoumise, pardon, mais politiquement, qu'est-ce qui reste en point commun? Vous venez du Parti socialiste, vous êtes issu du PS, vous? Oui, hein? mais la culture social-démocrate ne m'a jamais quitté. Alors, et d'ailleurs, la culture du compromis ne m'a jamais quitté, ce qui n'est pas la culture de la France Insoumise. On avance, il nous reste 10 minutes, beaucoup de questions. Et un mot justement, on continue sur LFI. Jean-Luc Mélenchon et ses amis insoumis multiplient depuis des années, et singulièrement depuis le pogrom du Hamas du 7 octobre, déclarations et tweets au relent nauséabonds, antisémites sur le CRIF, sur des personnalités d'origine juive comme Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne, Ruth Elkrieff, Benjamin Haddad, votre collègue, ou même Pierre Moscovici, et là c'était dès 2013. De quoi Mélenchon est-il le nom? En clair, Mélenchon le républicain des années Mitterrand et Jospin est-il devenu Mélenchon l'antisémite, Mélenchon l'héritier de Doriot? Je crois que tout le monde a bien compris effectivement les dérives sémantiques qui étaient les siennes, pas que les siennes d'ailleurs. Sémantique ou antisémite? Mais je crois qu'on assiste à une gauche Corbyn maintenant en France depuis... Ça veut dire quoi une gauche Corbyn? C'est-à-dire une gauche qui a effectivement des relents qui peuvent parfois être des sous-entendus clairement, mais presque fait exprès pour que ce soit compris comme de l'antisémitisme, je veux dire. Et quand on sait que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon vient d'une gauche républicaine, laïque, universaliste, c'est à pleurer de voir cette dérive-là. Et on voit bien que cela est fait pour des raisons quoi? Communautaristes, électoralistes. Et qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites ça? Et tout cela, pardon, et tout cela est à vomir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, électoriste, communautariste? Pour récupérer des voix, et lesquelles? Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on importe de plus en plus le conflit du Proche-Orient en France et que certains veulent faire leur beurre électoral sur cela. Beurre électoral, c'est-à-dire en essayant d'attirer, de fidéliser l'électorat arabo-musulman, comme le disait ce matin Roselyne Bachelot sur Radio J? C'est l'électorat, effectivement, communautaire qui est la cible de la France Insoumise. Mais pardon, on n'invente rien en disant ça aujourd'hui. Ça a été démontré et un certain succès, hélas, de la France Insoumise est démontré par cette stratégie-là. Pour moi, c'est une stratégie anti-républicaine, c'est une stratégie anti-universelle et c'est une stratégie surtout extrêmement, extrêmement ravageuse pour l'unité de notre pays. Alors, on passe maintenant à Emmanuel Macron. Après avoir appelé à stopper les ventes d'armes utilisées à Gaza, à Israël, Emmanuel Macron a donc accusé Israël de semer la barbarie dans sa guerre contre le Hamas et le Hezbollah. Est-ce que vous comprenez que c'est ce mot, barbarie, ait provoqué une certaine consternation ou une consternation certaine en Israël et au sein de la communauté juive française? Le mot barbarie, il a été d'abord exprimé en rebond du mot du Premier ministre israélien lui-même. Quand vous étiez au Conseil des ministres, vous avez bien entendu ce mot, barbarie? Alors ça c'est pas le Conseil des ministres, oui, si j'ai bien suivi. D'abord, je ne commente pas ce qu'il dit au Conseil des ministres. Pardon, mais il y a eu la phrase au Conseil des ministres. Cette phrase-là a été publique pour le coup. Attention, c'était en rebond au propos de Benjamin Netanyahou sur la question. Non, barbarie, c'est une phrase publique. La question de barbarie. Moi, ce que je veux dire, c'est que le président de la République n'a jamais failli dans le soutien à Israël et dans sa capacité et nécessité de se défendre depuis le 7 octobre et évidemment avant. Donc là-dessus, pas de mauvais procès en incapacité de dire les mots et dire le soutien et dire l'amitié qui est celle de la France à travers la voix de son président à l'État d'Israël. Est-ce que ce mot barbarie vous a choqué? Deuxièmement, ce mot de barbarie a été encore une fois mis en rebond des propos du Premier ministre israélien, puisque c'était le sujet de la civilisation contre la barbarie. Ce que dit le président de la République, et là-dessus il a raison à mes yeux, c'est qu'on ne peut pas se prévaloir de la civilisation si on ne respecte pas d'abord le droit international. Et ça, c'est la position de la France, et c'est la position qui, je crois, est la position juste. Nous devons exiger
exiger d'Israël, comme de tous les autres pays, d'abord le respect du droit international. Et s'il n'y avait pas eu les termes de civilisation barbarie de la bouche de Benjamin Netanyahou, il n'y aurait pas eu le rebond là-dessus. Il faut le mettre dans son contexte. Est-ce que vous dites, puisque c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, qu'Israël et Netanyahou sèment la barbarie? Non mais, je vous explique le contexte dans lequel cette phrase a été dite. Moi, je crois qu'on ne peut pas, si on est un peu objectif, faire le reproche à ce président de la République en incapacité à démontrer le soutien, l'amitié et finalement la nécessité pour l'État d'Israël de se défendre, tout en défendant une solution du Proche-Orient, qui est la solution à 2 États. La position, elle a toujours été les mêmes. Vous n'avez pas vu et vous n'avez pas entendu Emmanuel Macron changer de position de fond là-dessus, c'est très important. Qu'après, il y ait effectivement des tensions entre le Premier ministre israélien et le Président de la République à travers ces échanges-là, tout le monde le voit, tout le monde l'entend. Et donc c'est aussi c'est plus un problème entre Macron et Netanyahou contre Israël et la France. Mais vous voyez bien que ce sont des rebonds de phrase à phrase et que cela ne change en rien la position. Est-ce qu'un président de la République devrait s'exprimer ainsi? Écoutez, c'est une réponse du président de la République française au Premier ministre israélien. Ce qui est sûr, c'est que la position de fond de la France sur le Proche-Orient, que ce soit sur Israël, Gaza, sur le Liban, sur l'Iran, n'a pas changé d'un iota. On vous sent gêné quand vous... Je ne suis pas du tout gêné, j'essaie d'expliquer avec précision des sujets qui sont graves et je ne voudrais pas que, effectivement, ces échanges de phrases laissent à penser que la position de la France vis-à-vis d'Israël a changé, ce n'est pas le cas, et que la position de la France vis-à-vis de la situation au Proche-Orient a changé, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous souhaitez qu'Israël remporte sa guerre contre le Hamas et le Hezbollah, contre le terrorisme? Moi, je veux surtout qu'il y ait la paix, je veux qu'il y ait la fin de la guerre, et évidemment, cela doit passer, effectivement, par la capacité d'Israël à mener ses combats qui sont légitimes depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, et nous avons besoin, effectivement, d'abord de respect du droit international, de diplomatie et de mettre fin à cette guerre. L'Iran appelle depuis des années à la destruction d'Israël et est donc passé à l'acte en tirant des centaines de missiles sur Israël avec l'action de l'armée israélienne ces derniers jours contre l'Iran. Est-ce qu'on peut laisser l'Iran devenir une puissance nucléaire? Je crois que là aussi, Israël cible des objectifs militaires exclusivement, en riposte à l'attaque du 1er octobre et à toute légitimité là-dessus. Il faut remettre les choses dans des termes précis là-dessus. Et donc, c'est encore une fois un embrasement qu'il faut déplorer. C'est un embrasement qui n'est pas souhaitable. Et ce qu'il faut, c'est évidemment, je le répète parce que les termes sont importants, veiller au respect du droit international, que les frappes soient ciblées militairement, comme c'est le cas depuis la riposte du 1er octobre, et que cela puisse se faire dans un cadre de dialogue international qui permette de garantir les meilleures chances d'obtenir la paix. Est-ce que le monde ne sera pas plus sûr quand le régime de Téhéran ne sera plus en place, le régime des Mollahs? Moi, je crois que nous devons donner toutes les chances à la capacité d'arrêter cette guerre et cet embrasement régional. Je crois que c'est pas par des positions bout à bout qu'on y parviendra. Voilà. Retour en France, le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface, a été au centre d'une polémique après avoir qualifié le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouhamran, de, je cite Boniface, musulman d'apparence, à qui il a reproché, Boniface, de ne pas critiquer Netanyahou et donc de bénéficier, c'est Boniface qui parle, d'une grosse promotion médiatique. Il dit promo médiatique. Comment expliquez-vous qu'une personnalité publique comme Boniface, omniprésent sur les plateaux télé et qui a aussi des liens avec le Quai d'Orsay et le ministère de la Défense, utilise une rhétorique raciste pour qualifier un élu de la République? Je ne me l'explique pas. Je ne sais pas ce que veut dire musulman d'apparence. Je trouve ça profondément essentialiste. Essentialiste raciste? D'une certaine façon, oui. Je veux dire, si par la couleur de peau, si par l'apparence physique de quelqu'un, vous lui dictez sa pensée, oui, ça y ressemble très fortement. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à de l'essentialisme. Vous mettez les gens dans des cases, vous considérez que les communautés décident par avance de ce qu'elles doivent penser sur des sujets comme les profits. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut être un maire républicain de Saint-Ouen et avoir des positions républicaines universalistes comme celle du maire de Saint-Ouen? Oui, je crois que oui. Alors... Et est-ce que ça en fait pour autant quelqu'un... En fait, ce qui me dérange profondément dans les propos de Pascal Boniface, c'est qu'il laisse à penser que M. Bouhamran serait un traître à quelque chose. Un traître à l'islam, il y a quelque chose comme ça. C'est insoutenable. Je veux dire, en gros, traduction chez Boniface, vous avez les musulmans halal
qui sont anti-israéliens et les musulmans cachers qui sont En tout cas, éventuellement pro-israéliens ou neutres. En tout cas, on voit bien que quand on a une couleur de peau, une apparence des origines, eh ben, il faut nécessairement penser quelque chose. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans l'humanité. C'est tout le contraire qu'il faut défendre. Les maires de Dijon et de Nantes, François Rebsamen et Johanna Roland, les maires socialistes, ont eu raison d'annuler les partenariats entre leur ville et l'IRIS. Ça ne m'étonne pas d'eux, ce sont eux des républicains Ils ont eu raison ou universalistes. pas? Oui, je crois. Ouais. Parce que, est-ce que vous souhaitez, par exemple, que les ministères de la Défense et des Affaires étrangères revoient leurs liens éventuels avec l'IRIS? Bah écoutez, si il est démontré effectivement que l'institut, faut toujours faire attention à distinguer les hommes et les institutions. Il faut regarder effectivement comment cela fonctionne en détail. Mais si votre question c'est est-ce qu'on doit condamner politiquement, parce qu'on parle de politique là, est-ce qu'on doit condamner politiquement ces propos? Oui, ce sont des propos qui vont dans le mauvais sens. Boniface qui s'est fait connaître au début des années 2000 à travers une note où il conseillait au PS et dont il était membre de revoir sa stratégie au Proche-Orient, jugée par lui trop pro-israélienne dans la mesure où, selon lui, l'électorat musulman était plus nombreux que l'électorat juif. 24 ans après, Mélenchon fait donc du Boniface. C'est QFD, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur la stratégie électorale de la France insoumise, qui ne trompe plus personne aujourd'hui. Et effectivement, c'est hélas la continuité mise en pratique, c'est la praxis de cette idéologie. Ça veut dire que Boniface, il participe quelque part de cette mélenchonisation des esprits? C'est-à-dire que moi, je lutterai toujours contre ceux qui considèrent que les victoires politiques et électorales doivent se faire sur des catégories, doivent se faire sur des origines, doivent se faire sur un certain type de population au détriment des autres. Je rappelle là-dessus que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne servait à rien, qu'on perdait notre temps quand on était insoumis et qu'on allait faire campagne dans les milieux ruraux, par exemple, ou dans les petites villes. La stratégie comme ça de découper la France en morceaux à la découpe pour aller chercher dans les quartiers les votes est absolument contraire à ma vision de la politique. Merci en tout cas, Laurent Saint-Martin, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous.